20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On était Mouloud hier, donc il faudrait qu'on appelle encore le nom de Dieu et qu'on rende grâce à Allah le Seigneur et à son prophète paix. Salut sur lui, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. Vous suivez Clédou et sa matinale, c'est l'heure du journal. Nous sommes aujourd'hui mardi 13 décembre 2016, il est exactement 7h en temps universel. Papa, je sais que tu es un très bon musulman parce que tu as été à la Mecque. Alors, bienvenue à toi. Je te vois aussi prier. Donc, ça, c'est les éléments qui tracent le musulman. Maintenant, le comportement reste notre élément fondamental chez le musulman. Alors, soyez bons, soyez justes et soyez sincères et n'oubliez jamais la prière et la pitié. Bienvenue, papa. Le comportement est aussi clean. Hein? Ah, n'est-ce pas? Bonjour Abdoulaye Ondan, bonjour à tous. C'est vrai que le réveil devient de plus en plus difficile avec cette belle fraîcheur matinale. Avec la première édition de Clédou Info, on vous sert de cheminée et c'est parti pour l'actualité brûlante. Les premiers migrants maliens expulsés d'Algérie lors de la grande rafle la semaine dernière sont arrivés à Bamako. Plus de 250 Maliens sont de retour au bercail. Dans leur grande majorité, ils avaient été arrêtés à Alger avant d'être conduits au Niger et rapatriés au Mali. Après la réunion à Bamako des bailleurs de fonds sur le financement du programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR, les acteurs impliqués ont rencontré la presse pour faire le point des 25 millions de dollars déjà mobilisés qu'atteint son mode d'emploi et les combattants concernés par le volet réinsertion. Christine Lagarde, ancienne ministre et actuelle directrice générale du Fonds monétaire international FMI, comparait hier devant la Cour de justice de la République pour négligence dans son rôle de l'arbitrage tapis. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Antonio Guterres a prêté serment hier comme futur secrétaire général des Nations Unies. En prêtant serment, il a ainsi franchi la dernière étape de cette élection qui le verra entrer en fonction le 1er janvier 2017. Et de 4 pour Cristiano Ronaldo, il a décroché sans surprise hier le Ballon d'Or 2016. La star portugaise dévance son rival argentin Lionel Messi et le français Antoine Griezmann. Merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Ils sont au total 275 Maliens de retour à Bamako. 266 viennent de l'Algérie et 9 de la Guinée équatoriale. Ils ont tous été accueillis par les autorités avant que certains regagnent leur famille et ville d'origine. Au niveau du centre d'accueil des Maliens des expulsés, les 275 ont été recensés. Certains ont eu même des soins, d'autres des conseils et des repos après le long trajet Mali-Algérie par car via le Niger. Kassim Traoré, reportage. C'est une dizaine de cars bien escortés qui a ramené les Maliens d'Algérie. Un long trajet de Tamaracet à Bamako, en passant par Niamey et Ouagadougou. À l'arrivée, ils ont été accueillis par le lieutenant Noum Koulibaly, responsable du centre d'accueil des Maliens expulsés au niveau de la protection civile. Bon, par rapport aux gens qui sont venus d'Algérie, ils ont été expulsés d'Algérie et que les autorités algériennes sont parties les déposer au niveau de Agadez, en République nigérienne. Ils ont quitté Agadez et arrivé à Niamey. Le vendredi, ils ont quitté Niamey pour venir à Bamako. Bon, c'est le même cheminement que pratiquement que le combat en provenance de la Guinée équatoriale. Et ils ont quitté Guinée équatoriale, Cotonou, Ouaga, Bamako. D'après les Maliens expulsés d'Algérie, ils ont été arrêtés à Alger pour une question de vaccination et de contrôle médical. Mais cela s'est transformé en un cauchemar pour eux. Le tout dans un camp militaire. Youssouf Doumbia, arrêté sur le chemin de son travail le 1er décembre 2016 à Alger. Il nous a arrêté les premiers. Demande pourquoi il nous a arrêté. Il dit qu'il va aller vacciner les gens. Il y a plein de nationalités. Après, on est parti dans leur camp. Ils sont regroupés beaucoup de gens là-bas. Après, là-bas, il nous a maltraités violemment, frappé les gens, beaucoup violent. Parce qu'on a appelé l'ambassade malienne, même l'ambassade malienne dit que lui, il est en mission. Il peut pas déplacer parce qu'il n'a pas de temps. Parmi les 9 Maliens rapatriés de la Guinée équatoriale figure Soumaïla Do,
Lolo de la région de Mopti. On nous a arrêtés, on nous a mis en prison à Bata. On a passé un mois et quelques jours là-bas. Après, ils nous ont embarqués dans un bateau pour nous amener à la capitale. On a fait 3 semaines là-bas parce qu'il y avait des gens qui ont sorti avant nous et nous, on est sortis le dimanche passé. On a fait 3 semaines là-bas. On est sortis laisser des gens là-bas qui sont toujours en prison. Il y a plusieurs nationalités. Il y a les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Guinéens-Conakry. Depuis le début de ce rapatriement des Maliens d'Algérie, les autorités maliennes n'ont fait aucune dénonciation. 25 millions de dollars ont été mobilisés pour le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Ce montant ne représente que 50% de la somme globale. C'est l'engagement pris par le Mali et ses partenaires, car le programme DDR est une phase capitale dans la mise en application de l'accord d'Alger. On vous retrouve une fois de plus, Kassim Traoré. Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, ou DDR, c'est par là que toute l'application de l'accord d'Alger devrait commencer. Zabi Ould Sid Mohamed, président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce document prévoit à peu près, pour le coût du programme de la réinsertion des ex-combattants, un budget d'environ 50 millions de dollars. Et cette table ronde qui a permis de mobiliser déjà 50% de ses ressources. C'est un programme qui va s'étaler sur 3 à 4 ans. L'État malien a participé à ces financements, donc jusqu'à concurrence de 10 milliards, et le reste, c'est les partenaires. Les DDR concernent 1000 combattants de groupes armés. Chaque combattant sera cantonné dans un premier temps pendant 45 jours sur les 8 sites de cantonnement identifiés. Les responsables des différents mouvements armés vont nous donner les listes de leurs combattants armés et par région. Les sites qui sont situés dans la région vont accueillir ces combattants. Le combattant fera une interview avec des choix. S'il veut aller dans les corps habillés, des choix s'il veut aller à la fonction publique ou des choix pour aller dans la réinsertion dans sa communauté d'origine. Et une fois que cela est fait, nous aurons une banque de données claire, il aura une carte de démobilisés. Le DDR ne sera pas une exclusivité pour les seuls combattants des groupes armés de la CEMA et plateforme. Il concerne tous les groupes armés des différentes régions du Mali, précise Zabi Ould Sidi Mohamed. Le processus, il est inclusif par nature. Tu n'as pas besoin forcément de passer par plateforme ou CEMA. S'il y a des groupes armés, le désarmement, c'est la responsabilité de l'État malien. Donc sur ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ceux-ci ont leurs combattants et les autres, c'est d'autres groupes armés. Ils peuvent être éligibles, tant que c'est des Maliens, ils sont éligibles au programme. Ils vont passer aussi par le même processus. Nous n'allons pas nous enfermer dans les petites querelles plateformes CEMA. Le programme prévoit également des projets pour aider les populations victimes des violences au nord, comme partout au Mali. Nous aurons un volet qui va aux ex-combattants, mais on aura un volet qui va aussi aux communautés victimes de la violence. Et parmi ces communautés victimes de la violence, nous avions par exemple l'association des veuves des victimes des conflits du Nord. Maintenant, l'inclusivité toujours, les communautés aussi auront des projets de réinsertion, parce que beaucoup de communautés ont été victimes de la violence et il faudrait que ces communautés aussi bénéficient du programme. Une fois que le DDR fonctionne dans une localité, aucun autre groupe ne sera autorisé à faire des mouvements en dehors des patrouilles mixtes. Parce que là, les règles seront claires. Puisque actuellement, vous avez, tout le monde circule avec pavillon de mouvement et tu circules et on dit oui, il est de la CEMA, il est de la plateforme. Là, il n'y en a plus. Une fois que le désarmement est fait dans une zone, en tout cas, il n'y a plus d'excuses pour nos partenaires, les nations, la MINUSMA et Berkane de laisser des convois comme ça circuler. Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR est déjà en marche. Il se veut une mission de terrain et non de bureau. Et ici, on parle de renouvellement de bureaux au sein de l'association SOS au village d'enfants. C'est à la faveur de la 17e Assemblée générale de l'organisation tenue ce week-end à Bamako. Elle a réuni les adhérents et les collaborateurs de l'association pour cette assemblée élective d'un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Professeur Mamadou Marouf Keïta est le président des associations SOS au village d'enfants du Mali. C'est fait d'abord le bilan et la situation mondiale est connue de tout le monde. Et SOS d'enfants international, qui est notre principal soutien financier, n'échappe pas à cette règle
de dépréciation financière. Donc peut-être qu'il faut réorienter certaines choses, tempérer certaines prétentions, limiter certaines ambitions et nous adapter, quoi. Et également, SOS vient de lancer la stratégie 2030, c'est-à-dire comme à l'instar des Nations Unies, où nous sommes membres observateurs ONG. La stratégie 2030, c'est il faut aligner l'association, c'est-à-dire faire des restructurations pour nous adapter aux nouvelles orientations qui sont données par l'association fêtière. Ça va être surtout ça, on va dire, aux délégués, aux représentants, et essayer de corriger les tirs ou nous adapter, ou en tout cas nous programmer pour aller dans l'objectif 2030. À l'instant, Mamadou Mouarouf Keïta, le président des associations SOS Village d'enfants du Mali, il s'exprime au micro de Mamadou Kane. Actualité étrangère présidentielle au Gabon, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne a été présenté hier après le scrutin du 27 août remporté par le sortant Ali Bongo avec seulement 5600 voix d'avance. Le camp de son rival Jean Ping n'a cessé depuis de contester les résultats, notamment dans la province du Haut-Ogooué. Dans son ancien fief, le président a obtenu 95% des voix avec une participation de quasiment 100%. Après les résultats, l'Union européenne avait déjà émis des critiques et dénoncé des anomalies évidentes. Antonio Guterres succède officiellement Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l'ONU. En prêtant serment hier, il a ainsi franchi la dernière étape de cette élection qui le verra entrer en fonction le 1er janvier 2017. Nous vous emmenons à présent en Syrie. Les forces du régime ont encore gagné du terrain hier à Alep. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la deuxième ville de Syrie repasse entièrement sous le contrôle du régime de Bachar el-Assad. Les jours des rebelles sont désormais comptés. Les quartiers d'Alep Est sont entièrement assiégés. Les combattants de l'opposition sont pris à la gorge. Les forces gouvernementales syriennes et leurs puissants alliés russes ont quasiment gagné la bataille. Et je vous l'annonce dans les titres, la directrice du FMI, Christine Lagarde, comparaissait ce lundi devant la Cour de justice de la République. La directrice générale du FMI devrait répondre de négligence dans la gestion de l'arbitrage concernant l'homme d'affaires Bernard Tapie lorsqu'elle était ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Retour à l'actualité nationale à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le vendredi 9 décembre. La région de Sikasso s'est vue dotée d'une plateforme pour la libre circulation des personnes et des biens. Cette plateforme doit lutter contre la corruption dans tous ses aspects. Une initiative soutenue par le gouvernement américain à travers l'USAID Mali. La cérémonie de lancement a été présidée à Sikasso par le ministre malien de la Justice, garde des Sceaux, Traoré Kassim. Les commerçants et commerçantes de la région de Sikasso ont trop souffert face aux multiples tracasseries routières. C'est pour cela qu'ils se réjouissent de la mise en place de leur plateforme dotée d'une équipe de 9 membres dirigée par Mamadou Koné comme président. Peut-être on ne connaît pas bien les textes qui fait qu'on est emmerdé par des fois les autorités. Nous disons aujourd'hui nous devons nous approprier des textes, des lois, la réglementation sur la circulation des biens et des personnes. Le gouvernement américain appuie cette initiative citoyenne de lutte contre la corruption sur les routes maliennes. Daniel Moore, directeur de l'USAID Mali. Aujourd'hui, je vois précisément le type de participation nécessaire pour affronter le problème de la corruption sur les routes. Un esprit de bonne volonté constructive et un engagement à trouver des solutions. Plusieurs études ont été menées sur les routes maliennes avant le lancement de cette plateforme de libre circulation des personnes et des biens. Il ressort que la corruption sexuelle prend le dessus sur les routes au Mali. Guinou Fatim Sidibé du groupe d'études. Les femmes commerçantes utilisent leur charme, donc c'est des deux côtés, féminin pour payer moins de frais. Le sexe est utilisé comme monnaie dans les transactions de corruption avec les autorités. Les jeunes femmes commerçantes sont particulièrement
particulièrement sujettes au harcèlement sexuel et à la corruption. La corruption sexuelle est provoquée par les autorités, douane, police, gendarmerie, ou par les femmes commerçantes elles-mêmes. Face aux multiples dénonciations des commerçants et commerçantes et des transporteurs, le ministre de la Justice a dit qu'il y a un cadre juridique de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali. Mamadou Ismaël Konati. Assez vite, nous allons donc rappeler à un certain nombre de fonctionnaires de l'État qui sont assujettis à des obligations bien précises, qui consistent aujourd'hui, au moment de leur prise de fonction, de déclarer leur patrimoine et au moment de la fin de la fonction, de déclarer des patrimoines. C'est une démarche qui psychologiquement peut avoir son sens. Le lancement de cette plateforme de Sikasso pour la libre circulation des personnes et des biens s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Et on va se faire une petite beauté avant d'attaquer la page santé. Eh bien, on parle de coiffure, un élément essentiel chez les femmes ainsi que chez les hommes pour rehausser son élégance. Il est donc prévu du 15 au 17 décembre prochain le festival Afrodivas 2. Selon l'initiateur, il vise à apporter un plus à la coiffure et permettre aux élèves de plusieurs centres de coiffure de se familiariser avec le monde professionnel. Pendant 2 jours, les festivaliers vont savourer un défilé de mode et de coiffure en plein air devant le restaurant Coffre-Fort, mais aussi une démonstration des techniques de coiffure devant le salon en Madiraz. Peter Désiré est l'initiateur du festival Afrodivas. C'est un festival en fait qui va associer les centres de formation parce que ceux-là c'est eux qui vont produire les coiffeurs de demain. Donc c'était de permettre à ces élèves de ces centres-là de pouvoir se faire un peu plus d'expérience en dehors des écoles. Voilà, donc il y aura du 15 au 16, on aura un espace de communication devant le salon Madiras Coiffure à Bakodjikone ACI. Devant ce salon-là, nous on va improviser un salon de coiffure plein air pour être un peu plus en contact avec le public et puis essayer de parler du défrisage. Voilà, parce que le défrisage, bon, c'est quelque chose actuellement qui crée beaucoup plus de dégâts parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs malheureusement qui défrisent mais qui ne défrisent pas bien. Et maintenant le 17 c'est le défilé de mode, c'est une fashion show qui va associer des stylistes, des centres de formation, il y aura aussi des prestations des artistes. Donc ces centres en les associant, moi je veux leur offrir cette opportunité là parce que généralement quand on fait même des trucs c'est des coiffeurs professionnels qui viennent mais c'est bien d'associer ces centres là. Donc l'apport de ces centres pour nous, on veut les faire défiler. Voilà, chaque centre va présenter des modèles en fait. On a voulu que ce soit les élèves qui s'occupent en faisant cela. Voilà, donc il y a 5 modèles que ces centres là présenteront au cours de ce défilé. Voilà, soigner son look à travers de belles coiffures. À l'instant, Peter Désiré, l'initiateur du festival Afrodivas qui s'exprimait au micro de Fanta Diakité. La chronique santé du jour fait un focus sur les 2 types d'anesthésie pour la pratique de la césarienne. Vous le savez, la césarienne nécessite une anesthésie. Elle peut être locale ou générale. Le professeur Youssouf Traoré, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Touré, est l'invité de ce journal. Bonjour professeur Youssouf Traoré. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition par rapport à la césarienne? Pour faire simple, on sait que l'accouchement peut se faire soit par la voie naturelle, donc normalement, mais aussi peut se faire en faisant une opération au niveau du ventre pour sortir le bébé. C'est ça qu'on appelle la césarienne. La césarienne nécessite une anesthésie. Cette anesthésie peut se faire de façon générale, on parle d'anesthésie générale. La femme, elle est endormie. Donc tout ce qui se passe au bloc, elle n'est pas au courant. C'est à la sortie, au réveil, qu'elle découvre son bébé. Alors que l'anesthésie loco-régionale, la femme est éveillée. Elle cause avec les chirurgiens, elle cause avec les anesthésies et elle participe même à l'intervention. L'un des avantages, c'est que quand on fait l'anesthésie loco-régionale, la femme, dès qu'on sort le bébé, elle peut tout de suite voir le bébé. Vraiment, c'est ce qui est d'ailleurs même recommandé. Mais il y a des situations où on ne peut pas faire l'anesthésie loco-régionale, où on est obligé de faire l'anesthésie générale. Ça, c'est des situations cliniques, la situation médicale même de la femme qui impose ça. Est-ce qu'il y a des conséquences ou bien des avantages? Oui, l'un des avantages, c'est que l'anesthésie, souvent, on est obligé de faire l'anesthésie générale parce qu'on ne peut pas faire l'anesthésie loco-régionale. Parce que l'anesthésie loco-régionale peut avoir des complications. Donc, on fait dans ce cas l'anesthésie générale. Mais la tendance actuelle est de plus en plus, c'est de faire l'anesthésie loco-régionale, où il y a moins de risques de décès, il y a moins de risques de complications. Et on peut causer avec la femme. S'il y a des problèmes au cours de la césarienne, on discute avec la femme et on peut échanger et prendre une autre décision. Donc c'est vraiment une anesthésie qui est de plus en plus pratiquée au Mali, mais ailleurs c'est vraiment pratiqué depuis très longtemps. Mais parlons maintenant un peu des conséquences de ces 2 types d'anesthésie. Oui, bon, les conséquences pour l'anesthésie générale, je l'ai dit, quand la femme est endormie, elle ne participe pas à la césarienne. La césarienne, elle subit la césarienne. Donc même quand on sort le bébé, elle ne voit le bébé que quand elle est réveillée.
Et quand on fait l'anesthésie générale, les études ont montré que les complications sont plus importantes. Mais est-ce que les produits utilisés pour faire l'anesthésie ne vont pas jouer un problème sur le sein maternel? Je l'avais pas dit, l'un des inconvénients de l'anesthésie générale, c'est que les médicaments qui sont utilisés peuvent passer, avant même au niveau du sein, peuvent passer au niveau du placenta. Si le temps de sortir le bébé du ventre de la maman est long, les médicaments peuvent passer dans le sang et donc passer chez le bébé et font que le bébé sera endormi. Donc ça, c'est l'un des inconvénients de l'anesthésie générale. Mais l'anesthésie loco-régionale, on n'a pas ça. On peut faire 10 minutes, voire 15 minutes même pour sortir le bébé. Vraiment, le bébé est sécurisé. Par rapport au sein, il n'y a vraiment pas de problème pour les deux types d'anesthésie. Est-ce que la préférence de la femme est souvent prise en compte si elle veut être endormie au moment de la césarienne ou bien si elle veut être éveillée? Alors, nous, ce que nous faisons quand nous posons des indications de césarienne, il y a deux types. Soit c'est une césarienne qui est faite en dehors de l'urgence. Donc, c'est une femme qu'on a vue en consultation. On les envoie en consultation pré-anesthésique. Et elles échangent avec le médecin ou l'infirmier qui fait la consultation pré-anesthésique. Et le médecin propose, quand il examine la femme, parce qu'il fait un examen complet, il voit le bilan et il dit, par rapport à ton cas, voici c'est tel type d'anesthésie qui est mieux. S'il dit à la femme, c'est l'anesthésie loco-régionale qui est mieux. Si elle veut une anesthésie générale, effectivement, l'anesthésie générale, c'est ce qu'on note sur le papier et c'est ce qu'on fait. S'il dit à la femme, ce qui est mieux pour toi, c'est l'anesthésie générale, et que la femme dit, je veux une anesthésie loco-régionale, il va expliquer à la dame pourquoi il pense que c'est l'anesthésie générale qui est mieux. S'il dit ça, ça veut dire qu'il y a des contre-indications pour l'anesthésie loco-régionale. Mais le plus important, c'est que c'est la décision médicale qui importe le plus. Même si la femme veut un type d'anesthésie, elle peut vouloir l'anesthésie loco-régionale, mais sa situation clinique, par exemple, si elle a une hypertension artérielle qui est très élevée, et des chiffres tensionnels qui sont très élevés, même si elle veut une anesthésie loco-régionale, ce ne sera pas possible. Donc, il y a aussi ces éléments-là à prendre en compte. Le professeur Youssouf Traoré, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Touré, répondait aux questions de Fanta à Diakité. En sport, une récompense en or. Le verdict est tombé. L'international portugais Cristiano Ronaldo a gagné le Ballon d'Or 2016, son 4e. Il dévance sur ce classement son grand rival, l'Argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann. Le Portugais devient le 2e joueur à avoir conquis le plus grand nombre de ce trophée décerné par France Football derrière l'intenable Lionel Messi et ses 5 titres. Alors, c'est l'international malien Sékou Koné qui vous donnera d'amples informations sur cette actualité sportive dans une demi-heure. Et place à notre bulletin météo. Sachez seulement que sur Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Des gouttelettes de pluie se produiront dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 30 et 15 degrés. Alors, il est conseillé de porter des vêtements adaptés au temps présent, être attentif surtout au long de vos différents trajets sur la route, veiller aux maladies climato-sensibles, c'est-à-dire le rhume, la toux et la grippe. Et voilà, tout est dit. C'est donc tout pour ce journal. Présentation, Moussa Papaïdara. Mise en onde, Abdoulaye Ondan. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour réécouter ce journal, faites un tour sur les www.info-mali.com. La pensée du jour, le silence est parfois la réponse la plus éloquente. Excellente journée à tous et bonne reprise de travail. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.